Merci Guillaume. Notre prochain intervenant est enfin arrivé. Merci la SNCF. L'impression, oui. C'est pas arrangé. Donc Nicolas Mirković va aborder la partie du colloque qui étudiera la problématique sous un angle politique et idéologique. Donc pour vous présenter Nicolas Mirković donc, est président de l'association Ouest-Est pour rapprocher l'Ouest et l'Est européen. Il est auteur du livre Martyrs du Kosovo qui est sorti en 2013 et qui a été traduit en plusieurs langues, dont l'espagnol. Il collabore régulièrement au think tank géopolitique Stratpol et contribue régulièrement à Russia Today et Sputnik. Donc il est cofondateur et administrateur de l'association Solidarité Kosovo et il fut bouclier humain en 1999 sur les ponts de Belgrade contre les bombardements de l'OTAN. Donc il nous parlera du sujet « Les racines de l'UE sont-elles vraiment européennes ?» Je vous prie de m'excuser pour ce retard, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, les racines de l'Union sont-elles vraiment européennes? L'Union européenne, nous dit-on, est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de la volonté des peuples européens de mettre fin, une fois pour toutes, aux conflits qui ont dévasté notre continent par 2 fois au cours du seul XXe siècle. On peut déclamer sans sourciller qu'un véritable projet de paix pérenne pour notre continent est un vieux rêve des peuples d'Europe, fatigués de la barbarie des guerres fratricides. Mais l'achèvement de la paix est-elle la seule véritable motivation de cette construction européenne d'après-guerre? Remontons un peu aux sources. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est exsangue, détruite, ravagée. Elle n'a plus d'économie, elle est orpheline d'idéologie de salut et elle est désemparée. Dans les médias après-guerre, Washington, qui contrôle l'Europe de l'Ouest, a une peur bleue des communistes qui, eux, contrôlent l'Europe de l'Est. Le communisme est d'autant plus menaçant pour l'Amérique qu'il demeure très populaire dans de nombreux pays d'Europe occidentale, comme la France, la Grèce ou l'Italie. Washington n'est pas forcément inquiet par ce que le communisme représente en tant qu'idéologie, mais pour ce qu'il représente comme menace pour ses intérêts économiques et financiers dans le monde. La guerre froide, contrairement à ce que certains croient, n'est pas principalement idéologique, mais commerciale. À cette fin, les USA doivent impérativement inclure l'Europe de l'Ouest dans leur sphère d'influence politique. Ils ont pour elle un projet bien déterminé. Pour l'historienne française Annie Lacroix-Ry, après 1945, les États-Unis fixèrent les termes de la création d'une Europe occidentale intégrée. Ils voulaient bâtir une union douanière, un marché européen géant, privé d'emblée de toute protection commerciale et financière contre leur concurrence. Ainsi, les Américains, qui vont faire passer le nombre de leurs soldats en Europe de 278 000 en 1946 à 357 000 en 1955, vont profiter de leur situation de nation victorieuse, puissante et riche, pour façonner l'Europe et le monde non communiste à leur manière. Dès 1944, avant même la fin de la guerre, les Américains annoncent la nouvelle donne monétaire internationale après la signature des accords de Bretton Woods, qui feront du dollar la monnaie de référence mondiale, et ils institueront la Banque mondiale et le FMI. En 1947, les USA initient les premiers mouvements du GATT sur les accords douaniers internationaux. Cette même année, le secrétaire d'État américain George Marshall lance un plan d'aide éponyme de 13 milliards de dollars, l'équivalent d'à peu près 150 milliards d'euros aujourd'hui, de prêts et de dons pour reconstruire l'Europe. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, vous le savez tous, et pour bénéficier de cette manne américaine, il y a des règles. Il faut acheter américain, évidemment, et il faut suivre scrupuleusement le processus de construction européenne voulu par Washington. D'après le journaliste britannique Christopher Booker, l'Union européenne est pour le secrétariat d'État américain une obsession. En 1947, les sénateurs américains Fulbright et Thomas et le membre du Congrès Hale Boggs réclament déjà la création des États-Unis d'Europe. En 1949, les Américains vont créer l'OTAN 6 ans avant le pacte de Varsovie, et cette même année, ils vont créer la CUE. Alors la CUE, c'est l'American Committee on United Europe, le comité américain pour l'Europe unie. C'est une organisation non gouvernementale
qui a pour but de distiller le message de l'Union européenne parmi les élites du vieux continent et de distribuer aux associations pro-européennes l'argent qu'elles récupèrent via des fondations comme Ford ou Rockefeller ou d'autres industriels proches du gouvernement américain. Officiellement, la CEE n'est pas un organisme d'État, mais curieusement, la CEE va pulluler d'anciens agents américains. Son président sera William Donovan, créateur pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'Office of Strategic Services, c'est-à-dire l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Le vice-président de la CEE est Walter Bedell Smith, ancien chef d'état-major d'Eisenhower et ambassadeur américain à Moscou, qui deviendra plus tard patron de la CIA en 1950. La CEE compte d'autres membres, parmi lesquels Allen Dulles, chef de l'OSS à Berne pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui deviendra également président de la CIA, bravo, en 1953, et dont le frère John Foster Dulles était un des plus grands proches amis de Jean Monnet. On y reviendra. On retrouvera plus tard à la tête de la CEE Paul Hoffman, ex-patron de la Fondation Ford et ex-officier de l'OSS. Comme vous le voyez, nous sommes très loin d'un club de boy scouts philanthropes dont l'objectif serait juste la paix et le bonheur perpétuel entre les peuples du vieux continent. C'est une organisation paravent des services américains et le 5 janvier 1949, Allen Dulles déclarera sans embâche que son objectif est de réunir des fonds pour aider les mouvements européens qui travaillent à l'Union. La CEE va en tout subventionner discrètement l'équivalent de 50 millions d'euros aux mouvements fédéralistes qui œuvrent pour l'intégration européenne. Le journaliste français Rémi Kauffer parle même du financement de l'Union européenne comme l'un des compartiments de la guerre froide. Parmi les mouvements financés par la CEE, nous trouverons le plus important à l'époque, comme le mouvement européen, mais également l'Union européenne des fédéralistes, ou le mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe, je cite, ainsi que des revues influents comme The Economist. C'est également grâce au fonds de la CEE que seront financées les premières réunions du Conseil de l'Europe de Strasbourg, ou le comité d'action pour l'Assemblée constituante européenne, qui deviendra, certains d'entre vous le savent, le comité d'action pour la communauté supranationale européenne, créée en 1952 à l'instigation de Paul-Henri Spaak, ex-premier président de l'Assemblée générale des Nations Unies, avant de devenir secrétaire général de l'OTAN en 1957. Alors les USA ne vont pas inventer l'Union européenne. Ce thème était déjà très populaire parmi une partie de l'élite européenne d'avant-guerre. Richard Coudenhove-Kalergi écrit Pan Europa en 1922. En 1925, Édouard Herriot prononce un discours sur les États-Unis d'Europe à la Chambre des députés. Les prix Nobel de la paix, Aristide Briand, parle de lien fédéral entre les peuples d'Europe en 1929 à la Société des Nations, et Winston Churchill lui-même se fera l'ardent défenseur des États-Unis d'Europe. Cette idée est également répandue chez les industriels. Giovanni Agnelli, fondateur de l'Empire Fiat, écrit en 1918 un livre, Fédération européenne ou Ligue des Nations. Et les travaux de l'historienne Ali de la Croix-Rie démontrent, s'il en était besoin, le rôle majeur des cartels dans la création de l'Union européenne bien avant la Deuxième Guerre mondiale et leur volonté d'une construction européenne pour créer un marché plus grand afin de mieux se partager le gâteau. D'ailleurs, ce sont les grands industriels européens qui vont bénéficier de la manne américaine du plan Marshall et qui vont collaborer avec les nombreuses multinationales US venues s'installer en Europe. Ces entreprises américaines vont investir à leur tour massivement dans le lobbying européen pour se concilier les normes du marché européen, comme le rappelle Marcel Gaucher dans Comprendre le malheur français. Malgré cela, il y a encore des réticences à cette construction européenne supranationale, notamment en France et en Grande-Bretagne. Washington sait depuis ses interventions en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou aux Philippines que pour soumettre un pays, il vaut mieux coloniser ses élites que de le soumettre territorialement et le coloniser. Cela coûte moins cher qu'une occupation territoriale et cela rapporte beaucoup plus. La tactique américaine pour avancer cette construction européenne, subtilement tout en la finançant secrètement, va reposer sur la collaboration étroite avec des hommes liges qui, tout en clamant leur profession de foi européenne, vont en fait défendre systématiquement la version américaine du projet européen. Le général de Gaulle percevra très bien cette menace provenant d'outre-Atlantique. D'après Jacques Perfit, en 1962, le général lui dit « Le grand problème, c'est l'impérialisme américain. Le problème est en nous, parmi nos couches dirigeantes, parmi celles des pays voisins. Il est dans les têtes. De nombreux hommes politiques français et européens vont en effet être cajolés et promus par les USA, à commencer par le père fondateur de l'Europe en personne,
Jean Monnet. Jean Monnet est l'ancien secrétaire général adjoint de la SDN, banquier richissime qui a fait fortune avec l'Amérique. Il a un carnet d'adresses impressionnant et fricote plus avec les anglo-saxons qu'avec les Français. Il est un anti-gaulliste notoire et du reste, il sera l'envoyé de Roosevelt auprès du général Giraud en Afrique pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant de devenir président de la CECA en 1951. Monnet, le père de l'Europe moderne, est tout simplement un agent américain pour Marie-France Garot. Et le général de Gaulle dira de lui dans un propos tenu à l'Interfit en 1963, « L'Europe intégrée, ça ne pouvait pas convenir à la France ni aux Français, sauf à quelques malades comme Jean Monnet qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis. » D'autres politiciens européens œuvrent pour Washington. Pour la journaliste britannique Ambrose Evans Pritchard, les dirigeants du mouvement européen, tels le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités par leurs bailleurs de fonds américains comme des stipendiés. Robert Schuman, justement, est souvent présenté comme l'autre père de l'Europe. La déclaration qui porte son nom du 9 mai 1950 sur la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier est considérée comme un des actes fondateurs de l'Europe moderne, car elle a donné naissance à la première des institutions supranationales européennes. Mais peu savent que Schuman a lancé cette idée sous l'influence de Washington, qui tenait à tout prix à forger l'Europe sur un rapprochement fort entre l'Allemagne et la France, ce que De Gaulle ne voulait absolument pas. Pour la journaliste française Florence Autré, spécialiste des questions européennes, il y a un rôle actif et décisif de la diplomatie américaine dans les négociations qui mènent du plan Schuman à la naissance de la CECA. Nous avons accès à de très nombreuses archives aujourd'hui et les travaux du professeur britannique Richard Aldrich nous permettent de conclure que si l'Europe unie est bien un rêve européen, l'Union européenne, elle, est clairement un projet américain. Notre fameuse Union européenne bruxelloise est l'enfant naturel d'idéalistes européens qui, à raison, rêvaient de bâtir un projet de paix pérenne pour notre continent, mais qui ont dû se reposer sur les injonctions, le financement, l'armement, la communication, le conseil et la ruse de Washington et d'hommes d'affaires peu scrupuleux de l'intérêt réel des peuples d'Europe pour y parvenir. Nous savons aujourd'hui que ce projet s'inscrivait dans un plan plus systémique de mondialisation politique et économique avec Washington comme centre de gravité d'un nouvel ordre mondial hégémonique et unipolaire. En 1952, la CEE lançait un projet sur le fédéralisme à l'université de Harvard, mené par le politologue d'origine allemande mais naturalisé américain Karl Friedrich, qui dirigeait auparavant l'institution chargée de former par anticipation les gouverneurs militaires des différents pays libérés. C'est la School of Overseas Administration. Pour Karl Friedrich, l'unité européenne était une idée précieuse en soi, mais n'était qu'un marchepied vers le fédéralisme mondial. Cette Europe paupérisée, mondialisée, supranationale, adémocratique et déracinée est aujourd'hui à bout de souffle. Elle est devenue une institution crypto-totalitaire au service d'oligarques complètement déconnectés du pays réel. Les crises qui nous frappent doivent nous inciter à prendre nos distances rapidement avec cette version-là de l'Europe, sans pour autant abandonner l'idée de l'Europe, qui doit être repensée différemment. De Brest à Vladivostok, en puisant profondément dans nos racines helléno-chrétiennes, nous devons rebâtir des relations saines entre toutes les nations européennes, sans exception, sur la base de la volonté souveraine des peuples et le respect du principe de subsidiarité. Le peuple américain n'est pas notre ennemi, mais le temps est venu de dire à l'État profond qui gouverne Washington que l'Europe n'est ni un protectorat américain, ni un supermarché. C'est une civilisation. Je vous remercie. Merci Nicolas.